Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui 2 mois et demi après la fermeture de la dernière fenêtre et un peu plus d'un mois avant l'ouverture de la prochaine pour le retour des vidéos mercato sur la chaîne. Ça fait plaisir, surtout que la vidéo de ce soir, c'est une vidéo que j'adore faire. Pendant les périodes de mercato, on réagit à chaud sur les rumeurs transferts, on donne des noms de potentiels recrues, on analyse les transferts qui sont faits, mais ce qu'on va faire ce soir, c'est complètement différent et c'est limite plus important en fait que tout ce qu'on fait pendant le mercato, à savoir un état des lieux de l'effectif, de la réflexivité sur la situation actuelle du PSG, de l'équipe, les postes où on a le plus de besoins, et évidemment pour chacun de ces postes, un profil type du joueur qui nous apporterait avec les qualités dont on a le plus besoin. Pourquoi je dis que c'est le plus important? Parce qu'en période de mercato, il y a énormément d'incertitudes. La vérité de la veille n'est pas celle du lendemain, et il y a des incertitudes même après la signature du joueur, dans le sens où tu peux te tromper sur un joueur en matière de personnalité, d'implication. Par contre, sur l'effectif et les besoins que tu as en amont, c'est là où tu dois te tromper le moins en fait. C'est là où tu as le moins de marge de manœuvre et où tu dois cibler le plus possible parce que c'est ce qui conditionne un petit peu ta probabilité de réussite sur les recrues que tu vas faire. Si tu te trompes sur le profil, évidemment que tu vas te tromper sur le nom, tu vois. En revanche, si tu cibles bien tes profils, peut-être que tu pourras te tromper sur le nom parce que le joueur arrivera au mauvais moment, il y aura une conjoncture qui fera que, mais au moins sur les qualités, c'est là où tu dois faire le plus gros travail. Et donc, on se retrouve pour ça ce soir, puisque le mercato hivernal approche à grands pas. Les rumeurs sont insistantes concernant le recrutement d'un latéral gauche au PSG. Ce qui est certain, c'est que le club va chercher à recruter à ce poste cet hiver. Est-ce qu'on va réussir ou non? Ça dépendra d'autres facteurs, à commencer par Luis Campos. Quand est-ce qu'il va se réveiller? Puisqu'on rappelle qu'à la dernière fenêtre hivernale, qui était de 4 semaines, il s'est réveillé sur la dernière, a ouvert les dossiers Ryan Cherki, Bakayoko, Skriniar et le plus rocambolesque Hakim Ziyech 3 jours avant la fin. Problème, t'en as bouclé aucun. Donc là, l'idée, ça va être de faire ça rapidement, torcher le truc sur la première quinzaine de janvier, surtout que t'as différents enjeux, comme le retour de blessure de Nuno Mendes, le départ d'Hakimi à la CAN qui va commencer le 13 janvier, donc il va falloir recruter rapidement, surtout si on parle de joueurs qui seront titulaires lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions, si on se qualifie, puisqu'aujourd'hui, il y a une incertitude là-dessus aussi. Là, je parle du poste de latéral droit, avec Achraf Hakimi, la CAN qui se termine le 11 février s'il va au bout en finale. Les Marocains qui sont quand même favoris pour la compétition, qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Une compétition à chaque fois où les joueurs reviennent un petit peu essorés physiquement, où il faut leur donner un petit peu de vacances ou un programme de remise en forme allégé, formaté pour eux. Donc voilà. Il y a des enjeux comme ça, pour parler de manière très brute, pour cet hiver, et d'autres, évidemment, purement tactiques, techniques, puisque cette équipe a des dysfonctionnements, a des besoins, il faut recruter. Et le mercato d'hiver, c'est toujours quelque chose de sensible, parce qu'il y en a qui veulent sa suppression, ça n'en reste pas moins une fenêtre d'ajustement. Des fois, les clubs décident de ne pas recruter, de même pas se positionner sur le marché à n'importe quel poste. D'autres ne font que vendre. Nous, globalement, on est souvent actifs, mais c'est souvent pour des échecs. Paredes, 50 millions en panic buy le 31 janvier d'Apero Henrique pour faire croquer les potes là-bas qui sont perdus en Russie. On se souvient aussi de Lassana Diarra, ça c'est un transfert qui m'a beaucoup marqué. Lassana Diarra à l'hiver 2018. Juste avant la confrontation contre le Real Madrid, Lassana Diarra qui vient des Émirats comme ça. Tu recrutes un mec des Émirats pensant que il va performer tout de suite. Alors qu'il vient d'un championnat où physiquement c'est pas la Ligue 1, c'est pas l'intensité de la Ligue des Champions. En plus, il avait de l'âge à cette époque-là, je crois qu'il avait passé la trentaine. Bref, un bon recrutement qui ne colle en rien en fait avec les caractéristiques du mercato hivernal, où le but quand même c'est d'apporter tout de suite en fait, le plus rapidement possible à l'équipe. Bon. Commençons avec le poste de gardien. Là, pas forcément en matière de recrutement puisqu'on est bien, plutôt en matière de vente. Il va falloir se débarrasser, même si j'aime pas le mot, de Keylor Navas. Alors là, il est blessé, il a une lombalgie, il n'était pas là à Reims. On peut penser à la blessure diplomatique parce qu'il n'est plus sur le terrain depuis cet été. Si on peut s'en débarrasser, ce serait pas mal.
Parce qu'on a recruté Arnaud Tenas au poste de numéro 2, j'espère, pas numéro 3. On a Letellier pour ça, vit sa meilleure vie, hein, avec ses 30 000 euros de salaire mensuel, pour être convoqué, allez, une fois sur 3 au match, mais sinon il a ses week-ends, donc ça c'est absolument exceptionnel. Et j'aimerais juste rebondir sur Donnarumma, parce que j'en parlais dans mon débrief de Reims, en termes très techniques, voilà, très bon sur sa ligne, sur des frappes depuis les 6 mètres. Mais la conjoncture, aujourd'hui, son début de saison est très bon. Pour moi, c'est le Parisien le plus régulier, le meilleur Parisien avec Warren Zaïre-Emery, en fait, tout simplement. Et c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance, puisqu'on rappelle quand même que Navas était de retour, n'a pas été vendu cet été. Hein. La relation entre les deux aurait pu peser sur Donnarumma. Tenas a été recruté, alors parce qu'il a le même agent que Luis Enrique, mais surtout parce que Luis Enrique aime les gardiens bons au pied. Et cet été, il y avait d'ailleurs des rumeurs qui mettaient un petit peu en danger la place de Donnarumma, parce que on pouvait se poser cette question par rapport à Luis Enrique et sa physionomie. Et aussi et surtout, le plus important, on a changé d'entraîneur des gardiens. Spinelli est passé du PSG à l'Inter, il était en fin de contrat, il n'a pas prolongé. Et on a recruté Borja Alvarez, qui avait pas beaucoup de références au moment où il arrive. Parce qu'il vient d'Andorre. Avant, il avait fait une pige à Hong Kong et à Almeria, en Espagne. Bon, autant vous dire que le CV n'était pas très sexy. Et au final, son travail vis-à-vis de Donnarumma sur le jeu au pied est quand même excellent. Notons que ça travaille très bien. Passons au poste de latéral droit. Alors, aujourd'hui, on est focus sur le latéral gauche parce que c'est les rumeurs qui sortent. Mais moi, j'aimerais mettre en avant ce poste-là. Vous me direz, oui, il y a Mukiele qui est plus naturel à droite qu'à gauche. On peut l'envisager là-dessus comme l'année dernière quand Hakimi était blessé ou je sais plus. Ou non, quand Hakimi était en vacances avec Mbappé à New York. Mukiele qui jouait au poste de latéral droit, qui était bon et tout ça, notamment contre Lens quand on perd 3-1. Il est plutôt bon, il surnage un petit peu. Ok. Ceci étant, aujourd'hui, on a quand même Carlos Soler au poste de latéral droit. Un poste avec Achraf, qui est donc un des leaders de cette équipe, et surtout un poste clé, en fait, de l'animation, de la structure de Luis Enrique, qui met Carlos Soler à ce poste-là, parce que le plus important, c'est la structure, ce ne sont pas les hommes. Donc pour maintenir cette structure, il faut recruter un latéral droit qui a des qualités fortes, très marquées, et qui va pouvoir reprendre un petit peu le rôle d'Achraf, parce que j'insiste encore sur cette CAN qui commence le 13 janvier, alors que le PSG jouera le trophée des champions contre Toulouse. Alors, le Parisien a fait un papier la semaine dernière, possible que ça se joue à Kinshasa au Congo. Il y a Toulouse aussi qui est dans les papiers. Bon, on va voir. L'idée, c'est de ne pas faire de déplacement. Hein. Alors, cet été, c'était la Thaïlande, mais ils se sont retirés brutalement. Bon, officiellement, c'était parce que politiquement, c'était pas possible, je crois, d'accueillir avec la maladie d'une personnalité de la famille royale là-bas, je crois. Bon, je pense que la vraie réalité, c'est que voyant les départs de Messi et voyant le départ de Messi, il voulait plus du trophée des champions, quoi. Bon, bref, on aura ce trophée des champions qui devrait être, je crois, notre première rencontre après donc la trêve hivernale. Et derrière, la Ligue 1, si je dis pas de bêtises, ne reprend que le 14 janvier. Donc voilà, Achraf va commencer sa CAN le 13 et la finira le 11 s'il va jusqu'en finale au moins. Dans tous les cas, on l'a vu avec Idrissa Gueye, avec Abdou Diallo, les joueurs qui reviennent de la CAN avec les jambes un petit peu coupées, il va falloir donner des vacances à Hakimi après sa CAN et surtout le faire revenir de manière très progressive. C'est pour ça que pour moi, il va falloir penser à un prêt. Encore une fois, alors ça c'est un discours, ceux qui regardent mes vidéos en période de mercato, vous le connaissez ce discours. Mettre en avant les prêts, voilà, c'était en vogue sous Leonardo, avec Moiskin, avec Florenzi en 2020. Ce sont des solutions que Luis Campos doit développer. On en a marre des recrues à 10-15 millions qui ne pèsent pas dans les caisses, mais qui signent des contrats de 5 ans en fait. Et ça, c'est très problématique. Les prêts, tu ne prends aucun risque. Si ça se passe mal, le garçon dégage. Et tu peux relancer des mecs assez facilement. Par exemple, pour parler de manière très crue, un prêt de Jadon Sancho à un autre poste, je prends. Voilà, un prêt où tu prends en charge son salaire, pas de prêt payant ou pas de prêt avec option d'achat, je ne sais quoi, parce qu'évidemment, je ne veux pas acheter Jadon Sancho qui est un joueur en perdition. Juste un prêt. En fait, t'as rien à perdre, tout à gagner. Voilà. Ce format, je le mets vraiment en avant. Ça peut être très intéressant, surtout sur une fenêtre hivernale.
Bon, en charnière centrale, on va compter sur les retours de Kimpembe, de Lucas Hernandez à ce poste-là, parce qu'on va faire un gros point sur Lucas, mais il doit jouer à ce poste-là, il doit y revenir. Et Mukele aussi. Mukele, qu'on n'oublie pas, sans parler de la charnière Marquinhos-Skriniar, qui doit aussi travailler. Il y a alors, on les critique beaucoup, mais derrière ces critiques, il y a aussi des axes de progression. Skriniar peut retrouver le niveau qu'il avait à l'Inter. En fait, Skriniar s'est tellement dénaturé par rapport aux qualités qu'il avait à l'Inter et qu'il a perdu aujourd'hui, qu'il y a un axe de progression là-dessus. C'est bizarre de dire ça d'un joueur de 28-29 ans, mais je pense que dans les airs, il peut retrouver sa suprématie. Tu vois, c'est tellement une qualité qui a été forte tout au long de sa carrière, qu'il a perdu là ces derniers temps, que je continue à croire qu'il y aura un moment où il va la retrouver. Tu vois. Et Marquinhos, bon, lui, Marquinhos, ça fait 2 ans qu'on attend qu'il revienne à un niveau comme il l'était en 2020-2021. On espère que ça va revenir. C'est pas ses prestations avec le Brésil qui vont aller dans ce sens-là, puisque dans la nuit de jeudi à vendredi, ils ont perdu en Colombie et il a encore été pointé du doigt parce qu'ils ont pris des buts sur centre pour pas changer du PSG face à la Colombie. Donc voilà. Par contre, à gauche, c'est obligatoire de recruter. Ce qui est dommage, c'est que tu as 3 voire 4 joueurs sous contrat à ce poste-là. Kurzawa, Bernat, Nuno Mendes et Lucas Hernandez. Alors évidemment, loin de moi l'idée de réhabiliter Bernat ou Kurzawa. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on rappelle ces 2 prolongations qui font partie des plus gros échecs, des plus grosses erreurs, des plus grosses bêtises de Leonardo au PSG. Voilà, à savoir doubler le salaire de Bernat alors qu'il est sur une jambe sur un lit d'hôpital, et doubler celui de Layvin Kurzawa alors que rien du tout en fait. Il y avait rien pour se faire. Bref, Lucas Hernandez. Alors j'aimerais faire un gros point sur lui, parce qu'il a fait un très bon début de saison, transfert à 45 millions, on le rappelle. Il enchaînait bien les matchs, Lens, Lyon, Marseille, même si à Marseille il commence à sortir un peu plus tôt que d'habitude. Là, depuis... déjà sur les 2 dernières semaines, son temps de jeu baisse. Contre Reims, il joue 10 minutes. Contre Milan, il sort quand même à la 65e, si je dis pas de bêtises, ce qui est quand même très tôt. Contre Montpellier, il joue que 20 minutes. Contre Brest, il en fait 90. En équipe de France, je crois qu'il joue qu'un match sur les 2 sur la dernière trêve internationale. Là, on espère qu'il sera préservé par Dider Deschamps. Mais voilà. Physiquement, il est un petit peu moins bien. Ça se ressent en matière de vitesse et surtout de projection, en fait. Parce que contre Lens, contre Lyon, début de saison, il te fait pas mal de montées à l'échelle d'un match. Là, si t'en as 2 ou 3, c'est le bout du monde en fait. Et défensivement, en matière d'explosivité, de vivacité sur les premiers appuis, ça se ressent aussi. Il se fait déborder parfois, il laisse ses adversaires centrer. Et mentalement aussi, il s'énerve souvent pour pas grand-chose. Il fait des fautes qui sont un petit peu grossières parfois. Et en matière de placement, il est souvent pris dans la profondeur, parce qu'il est trop haut, parce qu'il ne surveille pas assez son vis-à-vis. Contre Newcastle, ça s'est vu, contre Milan aussi, plus au match aller. Parce qu'en fait, au match retour, Pulisic a été moins impressionnant. Impressionnant, ce serait un grand mot pour qualifier le match aller de Pulisic, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'aller, Pulisic a beaucoup plus fait mal dans la profondeur à Lucas Hernandez qu'au retour. Au retour, c'était plus ballon dans les pieds, il allait chercher le duel, et puis globalement, je trouve que Pulisic était moins en valeur dans le Milan qu'au match aller. C'est-à-dire qu'à l'aller, c'était le meilleur offensif du Milan. Au retour, t'avais Leao et son explosivité, et puis Giroud, bien évidemment, avec son but et son bon match. Voilà. Et puis les milieux de terrain aussi, et leur projection, bien sûr. Donc voilà, en matière de placement, il doit progresser. Évidemment, son poste joue beaucoup, en fait. Lucas Hernandez doit partir du poste de latéral gauche. Pourquoi ? Parce qu'il a signé donc cet été, gros transfert, retour des croisés à assumer, les sifflets, les trucs avec Marseille et tout ça. Donc ça lui a mis une espèce de pression. Il a voulu assumer le transfert et prouver aux supporters qu'il était le joueur qu'il fallait. Et donc pour ça, évidemment, sachant que c'est le genre de joueur assez combatif qui ne va pas calculer ses efforts ou s'économiser, eh ben, il a multiplié les courses. Et au final, le poste de latéral gauche est un poste très traître, à la différence de la défense centrale. C'est-à-dire qu'au poste de latéral gauche, tu peux vite te cramer. Tu as beaucoup de possibilités de course, tu peux en avaler des kilomètres. Alors qu'en défense centrale, tu es beaucoup plus limité. Et ben, il est un petit peu tombé dedans. Alors, je dis pas qu'il est cramé, mais ce que je veux dire, c'est voilà, la débauche d'énergie a été telle qu'aujourd'hui, il accuse le coup. C'est peut-être aussi quelque chose de normal quand tu reviens de 8 mois de blessure. Peut-être que j'en fais un petit peu trop. Mais dans tous les cas, pour moi, il doit repartir en défense centrale le plus vite possible. Surtout, enfin, aussi et surtout,
Parce que j'ai envie de le voir en fait dans cet axe gauche. J'ai envie de retrouver déjà Nuno au poste de latéral et Lucas à la place de Skriniar en fait. Parce que je pense que Lucas aurait beaucoup plus à nous apporter que ce que nous donne Skriniar actuellement. Pour Nuno, alors qui va revenir, on ne sait pas quand, cette histoire que je viens de développer avec Lucas Hernandez du poste et tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte, tu vois. Parce que Nuno, il va revenir d'une année 2023 très très compliquée, il va vouloir prouver, et donc il va falloir que le staff déjà l'économise dans son retour, hein, lui faire un retour progressif en matière de temps de jeu, et que lui aussi, à l'échelle des matchs, quand il commencera à jouer 90 minutes, qu'il ne court pas comme un dératé pour vouloir prouver. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de le revoir parce que à la relance, c'est pas s'appuyer qui trouvent des relais à l'intérieur du jeu, je pense qu'elles peuvent vraiment nous faire du bien pour ce PSG qui, sur la toute première relance, cherche les côtés. J'espère que Luis Enrique ne va pas dire à Nuno, écoute, tes passes qui cherchent la densité axiale, tu arrêtes. J'espère qu'il va continuer avec ça parce que c'est quelque chose que... Enfin, c'est le truc qui m'avait le plus marqué quand il venait de signer en 2021. Et puis bien sûr, sa vitesse, hein, sa capacité à se lancer tout seul ou à recevoir le ballon lancé, puisque évidemment c'est sur ces chevauchés-là, ballon au pied, qu'il est inarrêtable, qu'il est le meilleur pour son équipe, même si dans le dernier tiers, parfois il est trop altruiste. Et ça va être son axe de progression majeur quand il va revenir. Mais bon, on n'en est pas là concernant nous. Et puis Mukiele, bon, alors Mukiele il est assez solide, hein. Là, comme il revient de blessure, c'est pareil, il veut prouver, donc il court beaucoup plus que Lucas. Dans les intentions, il est beaucoup plus offensif qu'un Lucas. Maintenant, avec ballon, c'est quand même très compliqué, surtout qu'il n'est pas du bon côté. Donc Mukiele, pour moi, pas du tout une solution. Il faut un latéral. Et donc pour moi, la priorité, le poste de latéral aujourd'hui, c'est un poste où le coffre est une priorité très recherchée. Parce que il faut absolument aller dans le dépassement de fonction, qui est une caractéristique inhérente au football moderne. Là, moi, j'irai un petit peu à contre-courant. Alors, je dis pas non hein, à un défenseur qui peut monter, mais pour moi, la première qualité à avoir à ce poste-là, ce serait vraiment techniquement, sous pression, la capacité à conserver. Euh, c'est très difficile, hein, c'est le genre de qualité très difficile à trouver chez un latéral, mais au-delà de la conservation, à trouver des relais à l'intérieur, à lancer dans la profondeur, un peu comme le fait Hakimi avec Ousmane Dembélé, mais du coup avec Mbappé sur le côté gauche, à éliminer peut-être aussi, à éliminer un joueur, hein, à faire des doubles contacts ou quoi, avoir la personnalité pour ça tout simplement, peut-être voilà recruter un latéral un petit peu style fantaisiste, qui prend des risques et qui a le bagage technique pour les assumer, avant d'avoir un latéral en fait qui court et qui avale les kilomètres. Vraiment pour moi c'est le plus important parce que le PSG recherche tellement les côtés sur les phases de relance que à un moment donné j'aimerais des certitudes, tu vois. Déjà qu'avec Achraf, quand l'adversaire met un ou deux joueurs sur lui à le cadrer et que Achraf déroute rapidement, en témoigne son match contre Newcastle, aussi contre Milan au retour, j'aimerais de l'autre côté quelqu'un qui techniquement est plutôt bon. Alors du coup, on donnera des noms dans une vidéo ultérieure bien évidemment. Mais voilà un petit peu mon ambition là-dessus. Alors au milieu, il y a plusieurs profils. Au milieu, il y a plusieurs profils qu'il nous faut bien évidemment. Et d'abord, j'aimerais faire un point sur Ugarte. Sur Ugarte qui va me permettre un petit peu d'identifier tout ce dont on a besoin au milieu en faisant déjà un état des lieux sur lui. Alors il démarre très bien sa saison hein, dans ce rôle de contre-presseur avec des gestes défensifs qui sont très maîtrisés, hein, qui sont faits très haut sur le terrain, mais toujours c'est le bon geste au bon moment, c'est vraiment le développement d'un cerveau défensif exceptionnel. Mais depuis plus d'un mois, depuis globalement le match contre Newcastle, il est dans une spirale négative dont il n'arrive pas à sortir. Il y a eu une lueur positive contre Montpellier, mais derrière contre Milan, il sort son pire match depuis sa signature. Et contre Reims, Fabien Ruiz est titulaire devant lui comme bon nombre de fois en Ligue 1 ces derniers temps, et Ugarte ne rentre même pas, comme bon nombre de fois ces derniers temps. Ugarte, il a des défauts. Déjà, plus les courses à faire sont longues, moins il aime. C'est quelqu'un qui, sur 5-10 mètres de course, va être très utile,
Parce que c'est un milieu brutal, évidemment. Le problème, c'est qu'après, quand il y a 25-30 mètres à courir, ça va devenir moins esthétique parce qu'il va être un petit peu plus rigide sur ses appuis avec lui-même. Et du coup, il va perdre en vitesse, il va perdre en explosivité, en vivacité. Et quand ça va pas, ce que j'aime pas, c'est que, alors là, je vais faire un lien avec mes 2 vidéos précédentes, il fait un petit peu du Mbappé quand ça va pas. Dans le sens où euh, plus ça va mal, plus il va s'enfermer à vouloir faire ce qu'il fait de mieux. Mbappé, quand son équipe va mal, il va redescendre, mais il va être à contre-courant parce qu'il va vouloir tout de suite se retourner, tout de suite mettre de la verticalité et aller vers le but. En plus, il va essayer de le faire tout seul sans trouver de relais, par exemple, de joueurs qui seraient eux face au jeu quand lui reçoit le ballon de haut au but. Ugarte, c'est un peu pareil en fait. Ugarte, c'est un peu pareil. Contre Milan, plus il perd de duels, plus il va en jouer, plus il va tenter d'aller les jouer. Et le problème, c'est qu'il met un engagement qui est tellement démesuré que derrière, il est trop facile à passer pour les adversaires. Et il va même jusqu'à glisser par moment. Par moment, à Milan, il glisse. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que il ne se maîtrise plus, il ne se canalise pas, sa tête ne suit plus ses pieds. Et ça, c'est très problématique. Quelque part, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant dans le sens où c'est un jeune joueur qui avait pas de référence en Ligue des Champions au moment où il signe, donc on peut pas lui en vouloir en fait. Euh, Ça l'est si on prend en compte le fait qu'il y a un transfert à 60 millions, que sur les 2 matchs où il n'est pas très bon, c'est 2 matchs où tu perds les 3 points, défaite au final, et que malgré toute la patience du monde, il va falloir se qualifier. Et aussi, et bah derrière, ça pousse. Hein. On a développé la question de Fabian Ruiz dans une vidéo plus tôt cette semaine. Voilà. Et autre défaut, quand Ugarte doit jouer plus bas, quand l'équipe évidemment évolue proche de sa surface et tout ça, il peine. Il peine à rester focus sur ses positions. C'est-à-dire que le jeu positionnel, il n'aime pas. Défendre l'entrée de sa surface, il ne sait pas trop faire. Il va se livrer un peu trop facilement, il va sortir de l'alignement et ça va déséquilibrer l'équipe en fait. Voilà. Il sort souvent et ça c'est quelque chose qu'il doit absolument travailler, se canaliser et apprendre à faire autre chose que jouer sur ses qualités les plus fortes. Ce sont les axes de progression de Ugarte, avec bien sûr, bon, le ballon, ça c'est très classique, hein, tout le monde le dit, il doit progresser. Et ce que je retiens aussi, c'est que quand Fabian Ruiz est titulaire à sa place, le PSG à la relance recherche beaucoup plus de circuits intérieurs. Peut-être parce que Fabian Ruiz se positionne mieux qu'Ugarte, mais peut-être aussi parce que Luis Enrique sait que Fabian Ruiz, on peut travailler les circuits intérieurs avec lui parce qu'il a le bagage technique. Ugarte est moins bon techniquement que Fabian Ruiz. C'est une réalité. L'argument de l'usure physique, moi j'y crois pas beaucoup. Par exemple, Lucas Hernandez, il a joué 71% des minutes en Ligue 1. Manuel Ugarte, il en a joué que 58. Clermont, Strasbourg, Brest, Reims, ce sont des matchs où il est sur le banc et où il n'entre même pas. 4 matchs. Lyon, Rennes, Milan au match aller, il sort à la 70e minute. Newcastle et Milan en retour, il sort à l'heure de jeu, encore plus tôt. Donc même s'il y a l'argument des trêves internationales, à chaque fois il joue beaucoup et c'est outre-Atlantique dans des conditions sud-américaines, voilà, ça n'en reste pas moins pour moi un argument assez obsolète. Et donc ça me fait une petite transition sur la jeunesse de cette équipe. La jeunesse, d'abord parce que à l'échelle du PSG, tu as renouvelé l'effectif. Aujourd'hui, tu as un effectif qui est nouveau au PSG, complètement renouvelé. Et jeunesse en matière d'âge, parce que tu as des joueurs en fait qui découvrent ce contexte Ligue des Champions. Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Ugarte et tout ça. Donc ça fait que tu as une équipe assez inexpérimentée, mais tu as quand même des cadres. Et ces cadres-là ne t'aident pas. Lucas, Skriniar, Marquinhos, à la relance, ils ne tirent pas l'équipe vers le haut. Hein. Contre le Milan, quand ça va mal, ils balancent des valises devant. Hein. Bon, pardonnez-moi, il y a mieux à faire quand tu es un joueur d'expérience comme Lucas, comme Skriniar ou comme Marquinhos. Voilà. Et c'est là que je leur en veux. Donc au milieu de terrain, pour moi, déjà, j'aimerais de l'expérience de la Ligue des Champions. Et ensuite, du leadership. Alors là, j'ai encore une nuance, c'est-à-dire que mes ambitions sont pas démesurées. Hein. Je suis pas ambitieux avec le club, là. C'est pas fou ce que je dis. Je veux de l'expérience, quelqu'un qui connaît la Ligue des Champions, et du leadership. Pas dans le sens recruter quelqu'un qui va avoir une grande gueule, qui va parler sur le terrain et dans le vestiaire. Enfin, si on peut recruter ça, c'est bien. Mais dans le sens leadership technique, c'est-à-dire quelqu'un qui va
et là je vais encore nuancer, s'adapter au rythme du match et non pas le dicter. J'ai pas l'ambition de demander à Luis Campos le recrutement d'un milieu qui va dicter le tempo d'un match, mais plutôt un milieu qui va savoir s'adapter. Parce qu'aucun de nos milieux sait s'adapter au fil du match. Et c'est un gros défaut du PSG, à savoir aujourd'hui, quand le match va mal, les joueurs apparaissent complètement à contre-courant, font n'importe quoi. Je citais Ugarte dans la vidéo d'aujourd'hui, Mbappé dans une vidéo précédente, parce que les joueurs n'ont pas l'intelligence, le recul nécessaire pour s'adapter eux-mêmes en fait au rythme du match. Et rien que ça nous ferait du bien. Ensuite, on pourra penser à un milieu qui imprime le jeu, qui est le chef d'orchestre de cette équipe. Mais d'abord, d'un point de vue individuel, j'aimerais un milieu qui a une conscience intellectuelle, une intelligence situationnelle à l'échelle d'un match qui fait que voilà, il sait s'adapter au tempo, au rythme d'un match. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Alors ça, c'était d'un point de vue mental. Maintenant, d'un point de vue tactique, pour moi, il y a deux profils et il y en a un que je préfère à l'autre, que je privilégie pardon à l'autre, à savoir un milieu capable de défendre de manière positionnelle, ce que je disais avec Ugarte, quelqu'un qui ne va pas sortir de l'alignement, qui va être beaucoup plus intelligent. Mais même Zaïre Emery a ce défaut que Ugarte a, à savoir sortir de l'alignement quand tu es dans cette espèce de phase de 4-4-2 resserré, à devoir défendre bas. Voilà, il faut un milieu capable de rester canalisé dans cette situation et qui, dans le même temps, serait capable, à la perte de balle, de courir vers son but. Contre-presser, c'est bien. Vitinha ou Ugarte le font très très bien. Le problème, c'est que Vitinha ou Ugarte, au-delà des 10 secondes, des 5 secondes après la récupération de balle par l'adversaire, donc si tu n'as pas récupéré le ballon dans les 5 secondes, les deux te servent plus à grand chose, dans la mesure où ils ne savent pas courir vers leur but. Ils ne savent pas défendre en courant derrière le porteur de balle. Donc j'aimerais vraiment un milieu capable de faire ça. C'est pour ça que je ne suis pas complètement contre un Youssouf Fofana, par exemple, de Monaco. Je ne voulais pas le faire, mais j'ai cité un nom de potentiel recrue. Et puis ensuite, deuxième profil qu'on doit absolument recruter, un milieu capable de se déplacer entre les lignes pour apporter de la variété et qui techniquement a le bagage. Alors techniquement, la priorité, c'est la distribution. Capable de lancer les attaquants, comme je le disais, dans mes précédentes vidéos, parce qu'aucun de nos milieux le fait aujourd'hui. Warren Zaïre Emery, mais encore trop peu. Donc voilà les deux profils, mais priorité au premier, le milieu défensif capable voilà, de défendre, parce qu'avec ballon, en fait, tes circuits sont très extérieurs. Donc te dire qu'il faut un milieu, en fait, te dire qu'il faut un numéro 10, pour faire caricatural, te dire qu'il faut un numéro 10 dans cette équipe, ce serait se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Luis Enrique. Il faut être un petit peu objectif. Bien sûr que moi, j'aimerais avoir ce genre de joueur romantique un petit peu, un Paolo Dybala ou un truc comme ça. Mais de l'autre côté, je me dis, ça collerait pas en fait avec la philosophie de Luis Enrique, l'identité, la structure qui est mise en place, qui est quand même axée sur le jeu extérieur. Même si pour moi, il ne faut pas en négliger en fait la nécessité d'avoir un milieu capable de lancer les attaquants pour les mettre en position de frappe. Mais en fait, je donne priorité au milieu défensif sur le milieu créatif, dans le sens où, en matière de créativité, tu as encore des axes de progression de la marge de manœuvre. Typiquement, ce que je reproche à Luis Enrique dans mes vidéos cette semaine, à savoir mettre ses ailiers bon pied et pas faux pied, ça, si tu mets tes ailiers faux pied, tu y gagnes en créativité. Lee Kang-in, côté droit, avec son pied gauche, là, il va trouver Mbappé sur l'autre côté. Là, il va pouvoir faire des centres dans la boîte sur un Gonzalo Ramos et tout ça. Donc pour moi, tu as une marge de manœuvre. Or, défensivement, je trouve qu'intrinsèquement, on est trop limité. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao les amis, prenez soin de vous.